Certains enfants ont des difficultés à se concentrer, d'autres avec leur écriture, d'autres tout simplement à rester assis de manière stable sur la chaise sans gigoter. C'est sûr qu'il peut y avoir différentes causes derrière tout ça, mais une des solutions qui peut aider certains enfants, c'est de modifier leur poste de travail, leur siège, en fait, d'aménager différemment leur espace. Et oui, aujourd'hui, on parle de classe flexible. Peut-être que tu as déjà entendu parler du concept, peut-être que tu le considères si tu es enseignante, peut-être que tu es un parent qui pense que ça peut s'appliquer aussi à la maison. Et tu as raison parce que l'approche est flexible. Et pour mes collègues ergo et les autres professionnels qui connaissent déjà bien le concept en lien avec les différentes possibilités d'assises, attends-toi à l'extrapoler un peu car on va discuter aussi de son application à la pédagogie. Et pour explorer ce sujet fascinant, j'ai trouvé l'ergothérapeute parfaite parce qu'elle vient tout juste d'adapter un livre sur le sujet. Il s'agit de Sonia Côté. Salut! Allô! Sonia, tu es ergothérapeute clinicienne, aussi présidente du groupe Ergo Ressources, qui est le plus grand réseau de cliniques à propriété d'ergothérapeutes. À combien de cliniques? 12. Wow! Tu es aussi formatrice et autrice de plusieurs livres. Et justement, tu as fait l'adaptation francophone du livre Strategic Classroom Design de Jessica Martin, publié chez Chenelière sur le sujet de la classe flexible. Effectivement. On fait place à la petite présentation du podcast, mais on te retrouve juste après pour t'écouter nous raconter l'histoire de Jacob et de sa journée dans sa classe flexible. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Voir son espace avec audace. Tous les jours ou presque, l'arrivée de Jacob à l'école est réglée comme du papier à musique. Jacob se précipite sur le terrain de jeu pour y retrouver un ami et attend avec ses camarades que la cloche sonne. Il aime arriver à l'école un peu en avance parce qu'il a alors le temps de rejoindre ses camarades dans le module de jeu pour grimper, se balancer ou sauter avec eux. D'autres matins, Jacob s'attarde près de son sac à dos et attend que sa mère l'ait embrassé sur la joue pour aller se mettre à l'abri des regards et retirer de sa poche un trésor qu'il avait caché, une balle sensorielle, des pelures d'orange, de petites figurines, des cailloux, des voitures miniatures, des copeaux de bois, etc. Certains de ces trésors retournent à la maison, beaucoup finissent dans le bureau de l'enseignant. La cloche sonne, Jacob et ses camarades se mettent en rang près des autres du groupe de la cour et parcourent 2 ou 3 dizaines de mètres qui les séparent de l'entrée de la classe en racontant des aventures et en fredonnant un air favori. Jacob sautille jusqu'à sa classe et accroche son sac à l'entrée à l'un des crochets avant d'en retirer sa bouteille d'eau qu'il range dans un casier vide identifié par une image évoquant la nature. Aujourd'hui, il a choisi celui identifié par une feuille d'érable. Avant d'entrer dans la pièce, Jacob salue son enseignante, comme le font tous ses camarades, en établissant un bon contact visuel. Les salutations terminées, la plupart des matinées commencent par une séance de lecture individuelle, suivie d'un cercle de bienvenue dans le lieu de rassemblement. L'enseignante de Jacob explique à ses élèves le programme de la journée et leur communique les nouvelles, les rappels et les annonces qui leur seront utiles pour la journée ou la semaine à venir. Elle saisit aussi cette occasion pour attirer l'attention des élèves sur des gestes gentils et positifs qu'elle a remarqués et pour rappeler que ceux-ci renforcent le sentiment de sécurité et d'appartenance de tous. Il est temps ensuite de chanter tous ensemble quelques airs appréciés. Tout le monde se lève et fait quelques étirements avant d'entonner 1 ou 2 chansons ou scander quelques strophes de poèmes. Ce sont les chansons à répondre et les comptines gestuelles que Jacob préfère. Il fait de gros efforts pour rester dans son espace pendant qu'il chante, mais
trouve cela difficile par moments parce qu'il aime sautiller, se balancer et bouger au rythme de la musique. Une fois les chants terminés, c'est l'heure du compte. Jacob va prendre un morceau de pâte à modeler dans un petit contenant hermétique posé sur une tablette à proximité. Il rejoint rapidement le groupe dans le lieu de rassemblement, mais s'assoit à présent un peu en retrait. Assis à genoux, il se met à pétrir doucement la pâte entre ses doigts. Son enseignante allume une chandelle électrique près de sa chaise, demande à un autre élève de tamiser l'éclairage des plafonniers et reprend la lecture à voix haute du texte qu'il avait commencé à lire plus tôt dans la semaine. Plusieurs des pères de Jacob écoutent l'histoire assis en diade ou en trio. D'autres sont assis sur des coussins, d'autres sur des chaises et 3 élèves se tiennent debout à l'arrière du lieu de rassemblement. De temps en temps, l'enseignante de Jacob s'interrompt pour demander aux élèves de commenter ce qui se passe dans le texte en compagnie du partenaire de réflexion qui se tient à côté d'eux. Quand la lecture à voix haute est terminée, Jacob bondit sur ses pieds et va reposer dans le contenant hermétique son morceau de pâte à modeler, devenu entre-temps une sorte d'animal. Il a hâte de commencer les activités du jour qui auront lieu à divers postes dispersés dans la classe. Ce jour-là, les élèves vont résoudre un problème en menant une recherche, étudier des images et des objets, observer l'habitat des chenilles et des papillons, apprendre un nouveau jeu de vocabulaire et faire des expériences artistiques avec des matériaux mixtes. Pendant que chaque groupe travaille de manière autonome, certains élèves reçoivent une aide supplémentaire, soit au sein de leur groupe, soit dans un autre groupe mené par leur enseignante, où ils travaillent des habiletés particulières pendant une partie de la période. Les élèves sont invités à expliquer à un partenaire leur rituel de démarrage, c'est-à-dire la façon dont ils vont quitter le lieu de rassemblement, récupérer rapidement des fournitures et se mettre à leur travail à leur poste. Une fois que tout le monde a convenu d'un plan de match, l'enseignante de Jacob fait comprendre aux élèves par un signal non verbal qu'ils peuvent quitter le lieu de rassemblement et commencer leur tâche. Jacob met son propre plan en œuvre en se levant tranquillement et en se tournant vers un espace de travail adjacent au lieu de rassemblement du groupe classe. Il se ferait un chemin en évitant quelques pères occupés à bavarder, saisit un stylo sur le chariot de fourniture à portée de la main et il est le premier à prendre place à la table ronde abaissée, les pattes ont été retirées, sur laquelle se trouve un habitat de chenille. Pendant qu'un autre membre du groupe distribue les livres sur les papillons, des carnets de croquis, des loupes, Jacob discute avec enthousiasme avec un père de la manière dont les chenilles mâchent les feuilles des plantes auxquelles elles sont suspendues. Ensuite, un membre du groupe retourne un sablier et tous commencent à échanger des observations avant de consigner leurs réflexions dans leur carnet de croquis. Avant la fin de la période de travail, chaque entomologiste en herbe aura communiqué aux autres à tour de rôle les observations qu'il aura consignées dans son carnet de croquis. Les membres du groupe se répondent mutuellement en proposant quelques liens, des prédictions et d'autres questions qu'ils se posent à propos des chenilles et des papillons. L'horloge visuelle se fait bientôt entendre pour signifier à chacun qu'il est temps de ranger le matériel et de passer à une autre tâche. Jacob et ses camarades terminent rapidement leurs échanges avant de ramasser les livres, de regrouper les outils d'observation, d'empiler les carnets de croquis et de ranger tous les articles dans les paniers étiquetés sur la tablette de science qui se trouve tout près. Lorsque l'horloge visuelle se fait à nouveau entendre, Jacob et son équipe se rendent au poste d'apprentissage suivant où ils créent des œuvres d'art qui représentent des idées et des sujets scientifiques. Merci pour cette belle histoire. Tu peux prendre une gorgée d'eau. Oui, merci. Quelle performance! Ce qu'on vient d'entendre, dans le fond, c'est une histoire qui est dans le livre, dans l'introduction, pour mettre la table un peu sur le sujet de la classe flexible. Et déjà là, en partant, je réalise que la classe flexible, ça va bien au-delà de l'assise, du type de siège, mais aussi de tout ce qui est disponible à l'enfant dans l'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi finalement une classe flexible selon les notions de Jessica Martin et de ce qui est disponible dans la littérature? C'est vraiment la conception de l'environnement, l'analyse, la compréhension, la réflexion de notre environnement pour le rendre beaucoup plus
adapté et faire en sorte que les enfants soient autonomes à l'intérieur de cet environnement-là. C'est également une pédagogie différenciée. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par pédagogie différente? On revoit vraiment la façon de penser la pédagogie, c'est-à-dire que l'élève devient apprenant engagé. On n'est pas dans les cours magistraux, on est plus en petit atelier et l'élève a appris à lui-même faire ses apprentissages au rythme où il le souhaite. Évidemment, il y a un cadre, là, on s'entend, là, on ne fait pas tout ce qu'on veut quand on veut, mais à travers du cadre offert par l'enseignante, l'élève navigue à travers ces différents postes d'apprentissage. Comment ça s'articule concrètement? On est plus dans l'apprentissage autonome, comme l'apprentissage par atelier. On est aussi dans une conception de l'environnement où on va aller chercher des notions sur l'éclairage, sur le son, sur la façon dont l'espace est disposé, comment on va utiliser la lumière naturelle. Et à travers tout ça, l'élève va être autonome, autant dans le choix de ses assises, dans le choix de ses façons de travailler. Il peut travailler en individuel, il peut travailler en équipe et aussi dans le choix de ce par quoi il veut commencer dans ses apprentissages. Donc, on va chercher vraiment l'autonomie de l'enfant. C'est tellement aligné avec la perspective de l'ergothérapie. On a la personne dans son environnement et l'organisation de ses occupations. Ben moi, j'ai toujours dit, Ouais. l'ergothérapie, c'est l'autonomie. On travaille Oui. l'autonomie. Donc, effectivement, ça va vraiment dans la même ligne de pensée que les ergothérapeutes. Dans l'exemple de Jacob, j'avais l'impression qu'il était plus jeune. Est-ce que ça s'adapte à tous les âges? Il y a une étude qui est parue en 2022 qui est très intéressante par l'équipe de M. Jonathan Bluteau qui a essayé de justement s'informer, de voir qu'est-ce qui existait au Québec en termes de classes flexibles et il y en avait au secondaire également, d'une proportion moindre, mais ça existe aussi. Et c'était quoi l'objectif de cette étude-là? Est-ce que tu nous en parlerais un peu plus? Ils ont tenté de découvrir ce qui en était de la classe flexible au Québec et ils ont fait une recension des écrits par rapport à la classe flexible. Ils ont notamment dit qu'il y a plusieurs études qui démontrent que la classe flexible permet un épanouissement favorable au sentiment de bien-être et que la classe flexible est une façon d'enseigner ou un environnement qui tient compte de tous les besoins cognitifs, affectifs de l'enfant. OK, donc c'est pas juste l'idée que c'est le fun et c'est confortable et que c'est engageant, mais il y a des résultats aussi pour l'élève. Tout à fait. Donc, la classe flexible, dans le fond, c'est quoi? Selon Bluteau, c'est un choix personnel et stratégique de différentes surfaces de travail, de taille, hauteur de travail. On travaille debout, assis, au sol, des positions corporelles et c'est aussi différentes zones d'apprentissage pour mettre au cœur de l'apprentissage l'élève. Moi, ce qui me vient en tête, je ne suis pas enseignante, mais de planifier une classe au niveau physique, c'est un effort, dans le fond, d'une fois. Donc, je pense l'environnement, je pense des nouveaux équipements. Donc, je mets l'effort une fois et c'est terminé, ma classe est flexible. De repenser ma classe en termes d'atelier ou de façon d'enseigner, c'est quelque chose qui semble d'envergure pour un enseignant. Comment faire pour en arriver là? Ça me paraît définitivement un défi. Donc, quels sont les avantages de mettre de l'avant tous ces efforts-là et les défis qui peuvent survenir pour y arriver? C'est vrai que c'est un gros changement. Ouais. C'est vraiment un gros changement. Moi non plus, je ne suis pas enseignante. Ouais. Et quand j'ai fait l'adaptation du livre, j'ai été aussi surprise un peu que c'était vraiment si vaste, la classe flexible et la pédagogie flexible. J'en conviens que c'est vraiment un changement. Et tout au long du livre, on parle du si alors. Le si alors, ça veut dire, c'est les questions que pourraient se poser les enseignants, justement, pour mettre en place la classe flexible, parce que c'est un gros changement. Ce qu'on suggère souvent, c'est de commencer avec ce qui nous parle, nous. Ouais. Si c'est juste des assises au début, Ouais. ça peut être ça. Oui, c'est vrai.
tranquillement, pas vite, on peut ajouter d'autres choses. Après, on peut regarder d'avoir fermé, par exemple, les fameux néons qui sont si Tellement, agressants. tellement, tellement, oui. Fermer les néons dans les écoles. Oui, c'est ça. Ouais, Quand on a une oui, hyper-réactivité oui. sensorielle, c'est difficile, les néons. Donc, juste revoir la luminosité de la Ouais. pièce. Dans le livre, il y avait un truc que je trouvais très intéressant. Il suggérait de rentrer dans la classe sans souliers. Ah! J'ai adoré. Oui, c'est vraiment, on n'y pense pas, hein, mais bon, c'est sûr qu'il faut s'assurer que l'environnement soit adéquat pour ça. Mais je pense que ça peut vraiment diminuer le niveau sonore. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais on peut y aller aussi étape par étape. Se respecter dans notre gestion du changement. Mhm. Et puis aussi, puis tranquillement, pas vite, je pense que la classe en elle-même ou l'adaptation de l'environnement et de cette pédagogie-là va apporter un effet d'entraînement positif parce qu'on va y voir les bienfaits. Les bienfaits, il y en a plusieurs. Ils sont documentés dans la littérature. Le livre en parle aussi. Mhm. On parle notamment que ça favorise évidemment la mobilisation des élèves puisqu'ils sont acteurs dans leur apprentissage. Ensuite, certains vont dire que ça favorise la concentration parce que la concentration dans le sens où comme l'élève est très mobilisé par son projet et est engagé, puis aussi le fait, je pense, de changer d'environnement de travail de façon régulière peut probablement aider aussi au niveau de la concentration. Dans les autres avantages, le fait d'épurer l'espace, parce que dans la conception flexible aussi, on revoit tout l'espace pour l'épurer le plus possible, de mettre beaucoup des couleurs douces, de terre, des couleurs neutres, etc. Donc, ça peut vraiment aider au niveau de l'apaisement des enfants. Donc, automatiquement, va travailler la concentration, le bien-être, etc. Va favoriser aussi la collaboration, puisque ça mise beaucoup Oui, sur le oui. travail collaboratif et finalement l'autonomie. Mhm. Donc, tu as parlé de concentration, d'engagement. Puis au niveau postural pour les élèves, pour qui c'est un enjeu, comment on peut adapter? En fait, je pense qu'un élève qui a des difficultés au niveau postural, la posture assise, quand il y a une différence entre la force des abdominaux, la force des dorsaux, on a un déséquilibre postural. J'imagine que, bon, tu en as déjà parlé. Oui. C'est pas la première fois. Je t'apprends rien. On appelle ça des enfants couchés sur le bureau. Oui, oui. Donc, ou sur le évaché, si vous me permettez l'expression. OK. Donc, c'est sûr que maintenir cette posture-là sur une longue période, c'est difficile. Ouais. La classe flexible, les différentes assises permettent vraiment d'aider les enfants à ce niveau-là, puisqu'ils ont plusieurs choix selon leur degré aussi de fatigue du moment. Donc, ça, je pense que ça aide vraiment les enfants dans leur apprentissage parce qu'ils arrêtent de dépenser de l'énergie pour leur posture et Ouais. ils en mettent plus pour leur apprentissage. Ceci dit, une des choses à peut-être faire attention dans la classe flexible, c'est de conserver, surtout chez nos plus petits, la position assise selon les normes attendues avec 90 degrés au niveau des genoux, des hanches et le 20 degrés de flexion. En fait, le coude. Oui, un petit peu plus bas que la surface de travail. Exactement, Ouais. exactement. Donc, cette posture-là pour l'écriture, Mhm. surtout dans les premières années de Mhm. début d'écriture, demeure très, très importante. Donc, essayer d'éviter de faire écrire des enfants sur une tablette en position assise par terre. Oui, ça fait du sens. Mais lorsqu'il s'agit d'être en position d'écoute pour faire un apprentissage ou même un peu de coloriage, par exemple, dans un projet, à ce moment-là, on peut s'installer autrement, à genoux devant une petite table. À genoux devant une petite table, Ah, sur le ventre. ouais, On adore sur le ventre. Hein? C'est tellement de ouais. positions qui travaillent justement la posture, toute la force du cou et tout ça. Mais aussi confortablement assis sur un divan. Là. Ça peut vraiment être... on choisit la posture qui nous convient. Parce qu'on n'a pas à faire une calligraphie de qualité Ouais, et à ouais. intégrer le patron moteur des lettres. Donc, tu me parles de divan. Pragmatiquement,
amener un divan dans ma classe, comment ça s'organise pour un enseignant et comment collaborent les écoles publiques par rapport à cette philosophie-là? Si une enseignante est très motivée, lit un livre, maintenant, la prochaine étape, c'est quoi pour que ça puisse se faire? C'est certain qu'il faut avoir le support de notre direction. Ouais. Dans la littérature, toujours avec l'article de M. Bluteau, qui est fort intéressant parce qu'adapté au Québec, il parlait vraiment qu'il y avait une variabilité et que c'était difficile de savoir vraiment qui faisait quoi. On n'a pas nécessairement de données. On a l'information qu'il y aurait à peu près 2000 classes au Québec qui seraient de classes flexibles. Donc, oui, ça demande de sortir des sentiers battus. Mm-hmm. Vraiment. Quand je pense au mouvement des enseignants d'une école à l'autre, par exemple. Donc, si j'adapte ma classe cette année, j'ai le support de ma direction et que je change de classe ou d'école, ça complique un peu la donne. Ou bien si j'arrive dans une classe qui a été adaptée, il y a un divan dedans et que pour moi, je connais pas trop la philosophie, comment ça s'articule tout ça? C'est sûr que ça peut être difficile. Je veux dire, c'est vraiment pas quelque chose qui est implanté de façon comme une pédagogie. Je pense que c'est vraiment le choix de l'enseignant. Ceci dit, plus les enseignants vont le faire et plus on va aller vers peut-être ça, parce que je pense que ça démontre des bienfaits. Vous savez, il y a eu beaucoup, dans l'actualité, on a entendu beaucoup les enseignants qui avaient des difficultés avec le nombre d'élèves à besoins particuliers, tout ça. Cette approche-là, je vais dire ça comme ça, est intéressante parce que si j'ai plus d'élèves qui sont autonomes, c'est certain que j'ai plus de temps pour les élèves qui ne le sont pas. Okay. Donc, il y a vraiment un gain intéressant pour les enseignants, à mon avis. Mais on est vraiment dans les pratiques émergentes, je pense. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut y aller avec soi. Mm-hmm. Il faut se respecter comme enseignante. Moi, comment je vois ça? Est-ce que je me sens à l'aise d'avoir un divan dans ma classe ou pas? Est-ce que, sinon, ça peut être d'autres options? On essaie vraiment de se respecter là-dedans. Et si ce n'est au départ que des assises différentes, ce sera ça. Mais tu me parles beaucoup d'autonomie. Comment savoir si l'enfant est prêt à choisir son lieu de travail ou sa façon de travailler? Ce qu'il va choisir ne va pas nécessairement être toujours optimal. Par exemple, le divan, c'est confortable. Moi, j'aurais le goût de m'évacher sur un divan. Mais est-ce que c'est ce qui est le plus bénéfique pour moi pour favoriser mes apprentissages? Malgré le fait que ça soit peut-être ce qui est le plus confortable, comment on gère les connaissances des élèves par rapport à ce qui est bon pour eux? En fait, au début de l'année, comme le livre le décrit bien, on apprend aux enfants à utiliser l'espace. Okay. On prend un temps pour leur montrer l'espace. Mm-hmm. Et en faisant ça, on les rend plus rapidement autonomes. On ne prend pas pour acquis qu'ils le savent. Okay. Donc, au niveau des déplacements, au niveau de l'utilisation des espaces, etc., on passe beaucoup de temps au début de l'année pour leur apprendre. Et ensuite, certains deviendront très, très autonomes rapidement. Ça leur convient bien. Et ils sont autonomes de façon naturelle. Et d'autres auront besoin d'assistance. Et c'est là que l'enseignante va intervenir. L'enseignante fait plus d'interventions ponctuelles et de petits groupes. OK. Et toujours par rapport aux assises, j'ai un intérêt particulier pour tout ce qui est postural, sur bouger pour grandir. Bien sûr. Bon, j'ai un divan dans ma classe, j'ai une petite tablette au sol, j'ai finalement pas autant de choix d'assises que d'élèves qui auront peut-être les mêmes besoins ou les mêmes intérêts. Donc, comment on gère ça, le fait que ce que l'élève a besoin, c'est pas disponible dans le moment présent? Ça peut être complexe parce qu'on suggère dans la littérature d'avoir plus d'assises différentes qu'on a de nombre d'enfants. Donc, j'ai lu une donnée, là, parmi tout ce que j'ai lu, c'était 30 assises pour 22 enfants, là, pour vous donner une idée. Donc, effectivement, dans un contexte de même, comme tu dis, on devient un peu coincé.
La position sur le ventre demeure Ouais. accessible à tous. Ensuite de ça, il y a peut-être d'autres assises qu'on pourrait faire. Mais en même temps, on peut peut-être visiter les brocantes, demander aux parents, demander aux gens autour de soi si on peut recueillir différentes assises pour être capable de combler le nombre de places. OK. Puis, dans une perspective où on se dit, OK, on adapte, on laisse le jeune être libre, autonome, et là, il va faire la transition vers le secondaire, par exemple, et là, il va se retrouver dans une classe où c'est pas disponible, où il a une chaise, un pupitre typique, peut-être même pas ergonomique rendu là, parce qu'il y a beaucoup de variations dans la taille des jeunes. Mais est-ce que ça lui nuit de faire cette transition-là quand il est habitué d'apprendre à son rythme et de toujours s'installer dans sa position qui est le plus optimale pour lui, d'arriver dans un endroit où il peut plus être autonome ni avoir accès à des adaptations? C'est aussi vrai d'une classe primaire à une autre. Ouais, J'ai pas cette OK. information-là du point de vue scientifique. J'ai pas tout lu non plus, là. Ouais, Donc, j'ai pas la réponse. Ceci dit, rendre un enfant autonome dans ses apprentissages peut pas lui nuire, à mon humble avis. Il aura toujours cette façon-là peut-être de faire ses devoirs à la maison, ouais. d'être plus autonome dans ses devoirs. Et si ses apprentissages sont mieux consolidés par cette approche-là, parce que lui, ça lui sert bien, à ce moment-là, peut-être que, bon, après, il va avoir peut-être un peu plus de difficultés, mais il n'y aura pas moins de difficultés. Je pense pas que ça va nuire à long terme. Il aura passé une belle année. On va dire ça comme ça. Oui, dans le fond, il perd rien. Il va bénéficier pendant que c'est là, puis sinon, il retourne à la réalité qui aurait pu ne jamais être là, mais au moins, il a eu accès à une expérience qui va lui permettre peut-être de s'approprier ça pour lui-même organiser son espace à la maison. C'est mon opinion personnelle par rapport à mon analyse, Ouais. mais oui. Puis de toute façon, actuellement, il n'y aura pas une... Bon, je ne sais pas, peut-être que ça existe, des écoles flexibles, j'en ai pas entendu parler, mais il va l'avoir vécu, là, la classe magistrale, de toute façon. Est-ce que tu as des exemples de comment s'est présenté tout ça au début de l'année à l'enfant ou même à leurs parents? Le livre le décrit très bien. Oui, C'est vraiment, le livre qu'on a fait l'adaptation, c'est vraiment une méthode étape par étape. OK. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements qui est fait sur l'espace. Au départ, le plan de la classe est affiché et on explique vraiment comment faire même les déplacements entre les différentes aires de travail. Donc, il y a un temps qui est vraiment mis sur l'environnement et comment l'utiliser. Pour ce qui est des parents, j'ai pas entendu d'histoire de parents qui étaient contre la classe flexible. Je pense que de façon générale, ça semble être bien accueilli dans ce que j'ai lu, mais bon, encore une fois, j'ai pas tout lu. Je pense que ce qui est important, c'est l'enseignement. Bon, les enseignants sont bons dans ça. C'est vraiment d'expliquer pourquoi on le fait. Puis je pense que aussi peut-être demander aux parents d'avoir leur confiance pour au début. Et puis après, si ça fonctionne pas, on verra. Mais moi, de ma lecture, de ma compréhension, je pense que ça peut vraiment aider beaucoup d'enfants. Et il y a toujours la possibilité de travailler un pupitre. On n'enlève pas Oui, oui, cette tout à fait. possibilité-là. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça s'applique au milieu de garde aussi, chez les enfants plus jeunes? Moi, je dirais que non. OK. J'en fais beaucoup de milieux de garde, Ouais. là. C'est une pratique que j'ai beaucoup. Puis les enfants bougent beaucoup, sont beaucoup dehors. En réalité, c'est un peu installé comme ça. Ils vont jouer au sol, ils vont avoir des petits divans dans leurs locaux. Donc, ils ont Ouais. un apprentissage par le jeu. Donc, on n'est pas dans l'apprentissage formel comme tel. Bon, ben moi, je suis tannante, puis je reviens au concret des affaires. Euh, le budget, on le prend où si on trouve que la philosophie est intéressante pour le faire en tant qu'enseignante?
Faut négocier avec nos écoles. Bon, c'est souvent ce qu'ont Ouais. à faire les enseignants, mais je pense qu'on peut mettre à contribution la société aussi. Il y a des endroits d'économie sociale où ils vendent des meubles à prix modique. Peut-être seraient prêts à faire même des dons. Il faudrait voir avec eux. Quand c'est pour une école, c'est pas pareil que quand c'est pour une famille. On peut regarder les parents s'ils ont des choses à se débarrasser. Ouais. Donc, c'est certain qu'il faut être créatif pour cette nouvelle philosophie. On ne sait pas, un jour, on va peut-être avoir des budgets, mais bon, on connaît la réalité des écoles. Ou une fondation qui va s'intéresser à soutenir les écoles et les enseignants là-dedans. Quand il y a de la rénovation de prévue aussi, Ouais. c'est vraiment Ouais. le bon moment d'y penser. Si votre classe doit être repeinturée, on peut peut-être choisir la couleur à ce moment-là. Peut-être qu'on peut avoir un droit de veto sur la couleur. Est-ce qu'on peut pouvoir dégager des fenêtres qui sont bloquées pour X raisons, changer des néons pour autres. Je rêve. Mais même si on ne change pas les néons, je pense qu'il existe des adaptations pour les recouvrir, pour pas que les rayons soient aussi agressants ou vibrants là, pour les enfants plus sensibles. Effectivement. Donc, je pense que quand il y a des rénovations, ça peut être un bon moment de revoir la classe et de faire des demandes qui pourraient ne pas être coûteuses, là. Il y a l'ABécole qui est quand même a une bonne crédibilité, en parle des classes flexibles. l'ABécole? L'ABécole, oui. C'est quoi? C'est une initiative. Il y a 3 personnes dont j'oublie le nom, je m'excuse, désolée, mais 3 personnalités. Je crois qu'il y avait Ricardo Larrivé, il y avait Pierre Lavoie et une autre personne, je ne sais pas c'est qui. Mais bon, ils ont pensé l'école pour en faire un endroit accueillant, vivant et confortable. Et la notion de classe flexible a aussi été abordée sans toutefois suggérer d'adopter ce mode-là de façon universelle. Mais on s'y intéresse de plus en plus. Donc, quand des groupes de réflexion comme ça peuvent nous aider à supporter notre désir, mais je pense que ça peut vraiment aider. Fait que c'est un site web, l'ABécole? Oui, le l'ABécole, c'est un site web, oui. OK. Puis, au-delà du fait que c'est attirant et ça semble pertinent pour les enfants, je répète que ça semble quand même gros comme apprentissage pour un enseignant qui débute avec le concept. Est-ce que lire un livre, c'est suffisant ou est-ce qu'on devrait faire appel à un ergothérapeute pour nous conseiller dans tout ça ou est-ce qu'il y a des formations qu'on devrait suivre? Personnellement, j'ai trouvé que le livre, étape par étape, était suffisant pour débuter. OK. Est-ce qu'après ça, on veut aller pousser plus loin, peut-être au niveau de la pédagogie? Un ergothérapeute, surtout si on en a une à l'école, je dis une parce qu'on est plus des femmes que d'hommes. S'il y a un ergothérapeute à l'école, l'intégrer dans le projet, je pense que c'est ultra pertinent. Puis cette personne-là pourra apporter des arguments pour pousser la classe flexible et pousser le projet. Parce que je pense que c'est important de le faire étape par étape, de ne pas trop pousser, de tout vouloir faire parfaitement avant de se lancer. C'est là qu'on ne fait pas. Donc, je pense qu'en commençant par lire un livre, celui qu'on a adapté, il est vraiment étape par étape. Il parle de toutes les facettes de la classe flexible, ou il y en a sûrement d'autres aussi. Je pense que ça peut être vraiment une belle façon. Puis après, on se lance et au fur et à mesure, notre expertise grandit. Puis de parler avec les autres aussi, j'imagine. La collaboration de collègues. Je pense que d'échanger entre collègues, c'est important. Il y a un groupe Facebook qui a 15 000 abonnés, si ma mémoire est bonne. Moi, il me semble que c'est ça, 15 000 abonnés, sur lequel on peut échanger sur la classe flexible. OK, ça, c'est bon. Je pense qu'on peut se permettre, dans ce genre d'échange-là, de poser toutes les questions qui nous viennent en tête. Et puis, les gens auront sûrement des idées très novatrices, j'en suis convaincue. Il doit y avoir beaucoup de photos aussi dans ce groupe-là. Oui, les gens partagent, effectivement. Je suis membre du groupe. Les gens partagent effectivement leur classe et leurs trouvailles. Puis, si
je suis un parent à l'écoute. Qu'est-ce que ça serait le message que tu aurais pour eux par rapport à tout ça? Je pense que c'est une belle approche. Nos enfants, surtout nos enfants à besoins particuliers pour lesquels on a dédié notre carrière, ont des besoins différents. Et je pense que cette classe-là y répond. Donc, de suggérer, d'en parler, de dire que vous pourriez participer à ça, que vous pourriez peut-être essayer de trouver du mobilier, d'être partie prenante, d'essayer dans le conseil d'établissement de faire des demandes, de suggérer des projets. Je pense que c'est la façon. Plus ce sera fait, à mon avis, plus on en verra les bénéfices. Et si tu me permets d'ajouter, je dirais peut-être aussi d'extrapoler tout ce sujet-là pour la maison et les travaux scolaires. Donc, l'aménagement des différents espaces de travail pour les devoirs et les leçons et penser aux différents éclairages, aux différents contextes, puis façons justement d'aborder les devoirs et les leçons. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment pertinent parce que il y a quelques années, je suis allée dans une conférence pour parents. J'y allais à titre de parent. Et j'ai été très surprise de voir que les gens étaient estomaqués d'entendre qu'on pouvait faire la lecture sur le divan. Je pensais que les devoirs devaient être faits à la table, petite chaise droite, comme on dit. Donc, j'étais vraiment très, très étonnée. Donc, oui, en fait, l'aménagement flexible ou les différentes assises, être confortable pour faire les devoirs, à mon avis, c'est un essentiel. Oui. Puis, je pourrais nous référer à l'épisode 31, justement, que j'avais fait avec l'orthopédagogue Eugénie Petitgros-Lédier, qui donnait des stratégies, justement, de comment apprendre par le mouvement, par le jeu, par différentes activités autres que s'asseoir et étudier, finalement. Oui, parce qu'ils ont passé toute la journée à déployer un effort. Donc, il faut vraiment que le soir, ça puisse être quand même plus ludique. Bien, tout à fait. Puis peut-être faire une petite tangente vers ton autre livre que tu as écrit pour les stratégies, justement, qui s'appliquent dans ce concept-là pour favoriser l'attention, l'engagement. Oui, j'ai écrit le livre « Favoriser l'attention par des stratégies sensorielles ». C'est un autre sujet, toutes les problématiques sensorielles. Donc, essayer de faire en sorte que l'enfant soit bien sensoriellement. S'il fait les devoirs à la table de cuisine, les deux pieds qui ballottent, qui n'ont pas d'appui au sol, et que pendant que la télé fonctionne et qu'on fait le souper, c'est sûr que ça peut être plus difficile au niveau de la concentration. Donc, voilà. Donc, une période de devoir où, au niveau sensoriel, on a un peu coupé les stimuli tout en créant l'engagement aussi. Et je pense qu'au niveau des postures et des assises, de varier dans la période de devoir, ça aide vraiment les enfants à rester vigilants parce qu'ils sont plus fatigués, évidemment. Bien, merci Sonia de cette incursion dans le monde des classes flexibles qui va bien au-delà des assises. C'est ce que j'ai découvert avec toi. Pour tous ceux à l'écoute qui souhaitent entrer en contact avec Sonia ou découvrir ses ressources, je mets tout ça dans les notes sous l'épisode. Eh bien, c'est tout. Bye! Merci beaucoup. Bye-bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo.